Il existe un moment précis où un pays bascule, non pas parce qu'il s'effondre brutalement, mais parce que vivre normalement y devient lentement irréalisable pour la majorité de sa population, jusqu'au jour où cette difficulté devient la règle plutôt que l'exception, et où continuer à faire semblant devient plus confortable que d'admettre la réalité. En 2026, la France est exactement à ce point de bascule, celui où travailler, payer ses factures, se loger, se soigner et simplement se projeter dans l'avenir ne relève plus d'une trajectoire normale de vie, mais d'un parcours semé d'obstacles permanents, d'angoisses financières constantes et de renoncements successifs qui finissent par user même les plus solides. Ce qui frappe le plus aujourd'hui, ce n'est pas l'existence de la pauvreté, car elle a toujours existé, mais le fait que des millions de personnes qui travaillent, qui respectent les règles, qui font tout comme il faut, n'arrivent plus à vivre décemment malgré leurs efforts, comme si le contrat social avait été rompu sans jamais être officiellement dénoncé. Pendant longtemps, vivre en France signifiait au minimum une chose simple. Même sans être riche, même sans avoir un métier prestigieux, on pouvait se loger, se nourrir, se chauffer, se soigner et espérer un avenir légèrement meilleur que le présent, mais en 2026, cette promesse n'est plus tenue pour une part croissante de la population. Aujourd'hui, le logement est devenu le premier mur infranchissable, celui contre lequel viennent se fracasser les projets, les ambitions et parfois même la dignité, car se loger n'est plus un simple poste de dépense. C'est devenu un combat financier permanent qui absorbe une part démesurée des revenus, jusqu'à rendre toute autre forme de vie presque secondaire. Dans de nombreuses villes, payer un loyer signifie accepter que la moitié, parfois plus, de son salaire disparaisse chaque mois simplement pour avoir le droit de dormir quelque part, et même dans des zones autrefois considérées comme abordables, les prix ont tellement augmenté que vivre seul est devenu un luxe et fonder un foyer une prise de risque. Ce qui rend la situation encore plus violente, c'est que cette hausse ne s'accompagne pas d'une amélioration des conditions de vie, mais au contraire d'une dégradation, avec des logements plus petits, plus anciens, mal isolés, énergivores, qui transforment chaque hiver en épreuve financière et chaque été en inconfort permanent. Travailler dans ce contexte ne protège plus de rien, car en 2026, le travail a perdu son rôle de pilier sécurisant de l'existence et est devenu pour beaucoup une simple condition nécessaire pour ne pas sombrer immédiatement sans jamais garantir une réelle stabilité ou une progression. Les salaires stagnent pendant que tout augmente et ce décalage crée une pression constante, presque invisible, mais profondément destructrice, car il oblige chacun à faire des arbitrages permanents entre des besoins pourtant essentiels, comme se chauffer correctement, manger sainement ou simplement avoir une vie sociale. Beaucoup travaillent plus qu'avant, avec plus de contraintes, plus de stress, plus de responsabilités, mais avec le sentiment étrange de reculer malgré leurs efforts, comme si le tapis roulait plus vite que leurs pas, rendant toute tentative d'amélioration vaine. Cette situation finit par produire un épuisement général, pas seulement physique, mais mental, car vivre devient une succession de calculs, de renoncements et d'inquiétudes, où l'énergie consacrée à survivre remplace peu à peu celle qui permettait autrefois de construire. Les factures sont devenues un poids constant, presque insupportable. En 2026, ouvrir sa boîte aux lettres ou se connecter à son espace client en ligne n'est plus un geste banal, c'est un moment redouté. Chaque nouvelle facture apporte son lot de mauvaises surprises. L'électricité, le gaz, l'eau, le carburant, les assurances, l'alimentation. Tout augmente, souvent sans avertissement, souvent sans explication, et presque toujours plus vite que les revenus. Ce décalage crée un sentiment permanent de perte de contrôle. On a l'impression que, chaque mois, notre vie nous échappe un peu plus. Cette pression constante n'explose pas d'un coup, elle s'installe lentement. Elle grignote la vie, petit à petit. Le confort disparaît. On commence par réduire le chauffage l'hiver, par fermer les radiateurs dans certaines pièces,
par porter des pulls trop chauds à l'intérieur. On diminue la qualité de l'alimentation. On privilégie le moins cher, le plus pratique, même si ce n'est pas ce qu'on voudrait vraiment. Les loisirs deviennent un luxe inaccessible. Cinéma, sorties, restaurants, tout disparaît. Chaque euro devient un arbitrage douloureux. Peu à peu, la vie elle-même se réduit à une succession de pénuries à gérer. L'esprit est épuisé. On ne vit plus, on survit. Et ce qui est le plus cruel, c'est que cette érosion n'est pas temporaire. Elle s'installe durablement, mois après mois, année après année, jusqu'à ce que même les gestes les plus simples, se chauffer, se nourrir correctement, se déplacer, deviennent un défi quotidien. Se déplacer en France en 2026 est devenu un vrai casse-tête, un paradoxe cruel qui pèse sur des millions de vies. Pour travailler, aller à l'école, se rendre à un rendez-vous médical ou simplement faire ses courses, la voiture est souvent indispensable. Mais posséder et utiliser une voiture aujourd'hui est un luxe qui gruge une part énorme du budget des ménages. Essence, entretien, assurance, péage, parking. Chaque trajet devient un choix douloureux entre survivre financièrement et continuer à se déplacer. Pour beaucoup, ce coût est presque insoutenable. La voiture, qui était autrefois un outil de liberté et de mobilité, est devenue une source d'angoisse, un poids qui accompagne chaque déplacement. Et ce n'est pas tout. Les alternatives à la voiture sont loin d'être suffisantes. Les transports publics sont saturés, souvent en retard, irréguliers, voire inexistants dans de nombreuses zones rurales ou périurbaines. Les trains et bus sont bondés, les correspondances mal organisées et les horaires contraignants, ce qui transforme un simple trajet en véritable épreuve quotidienne. Même dans les grandes villes, la situation n'est pas idéale. Embouteillages monstres, travaux interminables, incidents techniques, tout concourt à rallonger les temps de trajet, à générer du stress et à réduire considérablement le temps libre. Le télétravail, présenté comme une solution miracle, reste inaccessible à une grande partie des travailleurs. Beaucoup de métiers nécessitent une présence physique, et même ceux qui pourraient télétravailler se retrouvent limités par des contraintes techniques, un manque de soutien de leur employeur ou une culture professionnelle encore très attachée à la présence. Résultat, des millions de Français sont coincés dans des trajets quotidiens longs, épuisants et coûteux, un véritable marathon qui commence tôt le matin et finit tard le soir. Ce temps passé sur la route est rarement reconnu à sa juste valeur. Il n'est pas payé, il n'est pas récupéré et il ne compte pas dans l'énergie dépensée pour vivre. Pourtant, c'est l'un des grands voleurs de vie de 2026. Ces heures de trajet s'ajoutent aux journées de travail, aux courses, aux tâches administratives, et finissent par absorber tout l'espace que l'on pourrait consacrer à sa famille, ses amis, ses loisirs, ou simplement à se reposer. Avec le temps, la fatigue s'accumule, le stress monte, et la qualité de vie s'effondre. Se déplacer, qui devrait être un acte simple, devient une source constante de tension, d'épuisement et de frustration, et transforme la vie quotidienne en une course d'obstacles sans fin. Un autre point est la santé des résidents français. La santé, qui a longtemps été l'un des grands points forts du modèle français, est aujourd'hui en grande difficulté, car en 2026, se soigner n'est plus quelque chose de simple ou d'évident, mais un vrai parcours du combattant pour beaucoup de gens. Obtenir un rendez-vous chez un médecin peut prendre des semaines, parfois des mois, et dans certains territoires, il n'y a tout simplement plus de médecins disponibles, ce qui oblige les habitants à parcourir de longues distances ou à renoncer à se soigner correctement. Les hôpitaux, eux aussi, sont sous pression permanente, avec des services saturés, du personnel épuisé et des délais d'attente qui s'allongent, même pour des problèmes de santé sérieux, ce qui donne le sentiment que le système fonctionne en permanence au bord de la rupture. Ce qui est le plus inquiétant, c'est que la peur de tomber malade ne vient plus seulement de la maladie elle-même, mais de tout ce qui l'entoure, comme l'attente, les démarches, l'incertitude et parfois
le fait de ne pas être pris en charge à temps. De plus en plus de personnes repoussent des soins, annulent des rendez-vous ou laissent traîner des problèmes de santé, non pas par négligence, mais parce que le système est devenu trop compliqué, trop lent ou trop difficile d'accès. Cette situation crée un stress constant, car vivre dans un pays où se soigner devient une source d'angoisse, c'est vivre avec le sentiment que le moindre problème de santé peut rapidement devenir une épreuve lourde et incontrôlable. Et quand la santé, qui devrait être une sécurité fondamentale, devient une inquiétude permanente, c'est toute la confiance dans le système et dans l'avenir qui commence à se fissurer, lentement, mais profondément. De plus, il y a aussi la question de l'avenir. Les jeunes arrivent aujourd'hui dans la vie adulte avec un sérieux désavantage, car dès le départ, presque tout est plus compliqué qu'avant, plus cher et plus incertain, ce qui donne l'impression que la vie est devenue un parcours d'obstacles dès les premières étapes. Trouver un travail stable est devenu très difficile, car beaucoup commencent par des contrats courts, des missions temporaires ou des périodes d'essai qui s'enchaînent, sans jamais offrir de vraie sécurité, ce qui empêche de se projeter dans les mois ou les années à venir. Même quand un emploi est trouvé, le salaire suffit rarement à vivre correctement, car une grande partie part immédiatement dans le loyer, les factures et les dépenses de base, laissant peu de marge pour épargner, se faire plaisir ou simplement respirer financièrement. Le logement est l'un des plus gros blocages, car les loyers sont devenus si élevés que vivre seul est presque impossible, et que beaucoup de jeunes sont obligés de rester chez leurs parents bien plus longtemps que prévu, non pas par choix, mais parce qu'ils n'ont pas d'autre solution. Cette situation est d'autant plus frustrante qu'on demande aux jeunes d'être mobiles, disponibles et motivés, tout en leur rendant très difficile le fait de s'installer quelque part et de construire une vie stable. À force, un sentiment d'injustice s'installe, car beaucoup ont le sentiment de faire ce qu'on attend d'eux, d'étudier, de travailler et de s'adapter, sans jamais obtenir en retour la stabilité minimale qui leur permettrait d'avancer. C'est à ce moment-là que l'idée de partir apparaît, non pas comme une envie d'aventure, mais comme une solution logique, presque nécessaire, face à un système qui semble bloqué. Quitter la France devient alors une manière de chercher ailleurs ce qui semble inaccessible ici. Un travail mieux payé, un logement plus abordable et une vraie possibilité de se projeter dans l'avenir. À tout cela s'ajoute un isolement social de plus en plus marqué. En 2026, la fatigue accumulée, le manque chronique de temps et la pression financière constante réduisent fortement les occasions de se retrouver, d'échanger et de maintenir des liens simples, mais essentiels. Les soirées improvisées disparaissent, les invitations se font plus rares, non par désintérêt, mais parce que chacun est déjà épuisé par la gestion du quotidien. Faire société demande du temps, de l'énergie et parfois de l'argent, des ressources que beaucoup n'ont plus. Peu à peu, les relations s'espacent. On se voit moins, on s'appelle moins, on remet toujours à plus tard ces moments qui faisaient autrefois la richesse de la vie sociale. Les liens deviennent plus fragiles, plus faciles à rompre, car ils reposent sur des équilibres déjà trop tendus. Ce n'est pas un manque d'envie, c'est un manque de souffle. Survivre prend toute la place. Travailler, payer, gérer, tenir. Le reste passe après, parfois sans même qu'on s'en rende compte. Avec le temps, cette absence de lien s'installe. On s'habitue à vivre chacun de son côté, à régler ses problèmes seul, à ne plus demander d'aide par peur de déranger ou parce qu'on suppose que les autres sont tout aussi débordés. La vie collective se transforme alors en une addition de solitude silencieuse où chacun avance dans son couloir, fatigué, sans vraiment croiser les autres. Et ce qui rend cette situation particulièrement préoccupante, c'est qu'elle ne fait pas de bruit. Il n'y a pas de rupture brutale, pas de crise visible, juste une lente disparition du lien social. La solitude devient normale, presque banale, alors même qu'elle fragilise profondément les individus. Car un pays où l'on ne se parle plus, où l'on ne partage plus, est un pays où l'usure
n'est plus seulement économique ou matérielle, mais humaine. Les classes moyennes, longtemps présentées comme le socle de la société française, sont aujourd'hui prises en étau comme jamais auparavant. Elles gagnent trop pour avoir droit aux aides, mais pas assez pour absorber les chocs successifs qui frappent le quotidien. Inflation, factures, logement, carburant, santé. Tout repose de plus en plus sur leurs épaules, sans véritable filet de sécurité. Ce sont elles qui travaillent, qui paient, qui tiennent le système debout, tout en voyant leur propre situation se fragiliser année après année. Contrairement à une crise brutale, leur déclassement est lent, presque invisible. Elles ne s'effondrent pas d'un coup, elles glissent. Petit à petit, l'épargne disparaît, les marges de manœuvre se réduisent, les projets sont repoussés, puis abandonnés. Le moindre imprévu, une panne de voiture, un problème de santé, une séparation, une perte d'emploi, devient une menace sérieuse pour l'équilibre familial. Ce qui était autrefois un simple contretemps peut aujourd'hui faire basculer toute une vie. Ce glissement est d'autant plus dur à vivre qu'il s'accompagne d'un sentiment d'injustice profond. Beaucoup ont fait ce qu'on leur a demandé. Travailler dur, être prudent, responsable, prévoir l'avenir. Et pourtant, ils découvrent que cela ne suffit plus. La promesse implicite d'une vie stable en échange de l'effort et du respect des règles semble s'être évaporée, laissant place à une insécurité permanente. Le plus grave, au fond, n'est peut-être pas la difficulté matérielle elle-même, mais l'impossibilité croissante de se projeter. Acheter un logement, aider ses enfants, préparer la retraite, envisager l'avenir avec un minimum de sérénité devient de plus en plus compliqué. Un pays où une grande partie de la population n'ose plus faire de projets est un pays qui entre dans une crise profonde, bien au-delà des chiffres économiques. On ne construit plus vraiment, on anticipe les coups durs, on ne rêve plus, on calcule, on ne se demande plus comment améliorer sa vie, mais comment éviter qu'elle ne se dégrade davantage. Et cette transformation silencieuse, presque banale, est sans doute l'un des signaux les plus inquiétants pour l'avenir collectif, car une société qui ne se projette plus est une société qui s'épuise lentement. À tout cela s'ajoute une chose plus silencieuse, mais tout aussi grave, la perte progressive de confiance. Confiance dans les institutions, dans les décisions prises, dans l'idée que demain sera mieux qu'aujourd'hui. Beaucoup ont le sentiment de ne plus être entendus, de ne plus être compris, et surtout de ne plus être pris en compte. Les discours rassurants ne correspondent plus à la réalité vécue, et cet écart crée une lassitude profonde, presque résignée. Ce sentiment d'abandon est particulièrement dur pour ceux qui ont toujours cru au modèle français, ceux qui ont travaillé toute leur vie, cotisé, respecté les règles, et qui découvrent que le système ne les protège plus comme avant. On a l'impression que tout devient plus compliqué, plus lent, plus opaque, et que les efforts demandés sont toujours plus grands, sans contrepartie visible. Peu à peu, cette défiance s'installe dans le quotidien. On ne croit plus aux promesses, on n'attend plus grand-chose, on fait avec. On s'adapte, on encaisse, on baisse parfois les bras. Et quand une société commence à fonctionner non plus sur l'espoir, mais sur la résignation, c'est un signal fort que quelque chose s'est profondément déréglé. Ce n'est pas une colère explosive, ni une révolte immédiate. C'est une fatigue collective, un découragement lent, qui pousse chacun à se replier sur soi, à penser d'abord à tenir, à protéger ce qu'il reste, plutôt qu'à croire en un projet commun. Et sans confiance, sans perspective partagée, il devient très difficile de faire société durablement. Alors, vivre en France est-il devenu impossible en 2026? La réponse n'est pas totalement noire ou blanche. Ce n'est pas impossible pour tout le monde. Certains s'en sortent encore, certains tiennent, parfois au prix de sacrifices importants. Mais ce qui n'est plus normal, c'est que cette difficulté touche désormais autant de monde, et surtout ceux qui font pourtant tout ce qu'on attend d'eux. Car ce malaise concerne avant tout celles et ceux qui travaillent, qui se lèvent tôt, qui perdent leurs impôts, qui respectent les règles et qui jouent le jeu.
ceux qui ne demandent pas des privilèges, mais simplement de pouvoir vivre dignement de leur travail, se loger correctement, se soigner sans angoisse et envisager l'avenir avec un minimum de sérénité. Quand même cela devient compliqué, alors c'est tout le modèle qui interroge. Ce que beaucoup ressentent aujourd'hui, ce n'est pas seulement une difficulté matérielle, c'est un découragement profond. L'impression que, quoi qu'on fasse, les efforts ne suffisent plus, que la ligne d'arrivée recule sans cesse, que la promesse d'une vie stable en échange du travail et de la responsabilité s'est peu à peu effacée. Et ce sentiment, partagé par des millions de personnes, ne peut pas être ignoré. Si cette vidéo te parle, ce n'est pas un hasard. C'est probablement parce qu'elle met des mots sur ce que tu ressens au quotidien, parfois sans toujours réussir à l'exprimer. Peut-être que tu tiens encore, peut-être que tu t'adaptes, peut-être que tu encaisses en silence. Ou peut-être que, toi aussi, tu te demandes combien de temps cela pourra encore durer. Raconte-moi en commentaire ce que tu vis réellement. Dis-moi comment tu t'en sors, ce qui te pèse le plus, et si l'idée de partir t'a déjà traversé l'esprit, même furtivement. Ces témoignages comptent parce qu'ils montrent que ce malaise n'est pas individuel, mais collectif. Et si tu veux continuer à réfléchir à ces sujets, à comprendre ce qui se passe et à en parler sans détour, pense à t'abonner. Parce que poser des mots sur la réalité, c'est déjà refuser de faire semblant.